AWS a annoncé 71 nouveautés ces 15 derniers jours. Je vais en aborder 4 cette semaine avec vous seulement. Je parlerai aussi du Summit Paris. C'est le 4 avril prochain et puis je vous ferai découvrir une newsletter en français très complémentaire à ce podcast. Et puis un blog post de novembre dernier qui utilise la reconnaissance d'images pour détecter les malwares et autres virus informatiques. Je vous explique tout ça. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, enregistré le vendredi 24 mars, tôt au matin, diffusé le même jour. J'étais hier dans une conférence pour développeurs en Belgique, à Mons, une conférence qui s'appelle DevD. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous qui écoutent le podcast, des auditeurs, des auditrices du podcast. Donc merci d'être venus me dire bonjour, d'avoir partagé vos feedbacks, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer en vrai. Et puis ça m'a donné l'occasion également de penser à des futurs sujets pour le podcast et des futurs invités. On va vous préparer ça dans les mois qui viennent. En parlant de conférence, la conférence annuelle en France d'AWS s'appelle le Summit. Le Summit Paris revient cette année au Palais des Congrès. Le Summit Paris, c'est plus de 8000 personnes. C'est une keynote avec des execs d'AWS le matin. C'est plus de, je sais pas les chiffres exacts en tête cette année, mais plus de 150 sessions breakout, je crois, techniques. Ce sont des exposants, c'est un coin de l'innovation, un coin avec des démos et plein d'activités amusantes à faire tout au long de la journée. C'est the place to be pour parler français correct, c'est l'endroit où il faut être pour apprendre sur le cloud, l'état du cloud en France, ce que font nos clients avec AWS également. Je vous mets les liens vers l'inscription du Summit dans les notes de ce podcast. Dans le Summit cette année, il y aura également une track dédiée au développement durable, puisque c'est un sujet qui est très important pour nous, très important pour vous également, avec plusieurs sessions, une table ronde, avec des démos autour du développement durable, une session qui s'appelle le rôle du cloud AWS face aux enjeux du développement durable, avec le témoignage de Le Bon Coin. Ça sera présenté par Philippe Demaison. Il y aura une session également qui s'appelle Comment mesurer et réduire l'empreinte environnementale de votre système d'information avec Sequence, présenté par Cyril Desbois. Il y aura le cloud au service de la gestion de l'eau avec Imago. Il y aura utiliser le cloud pour comprendre les risques climatiques et s'y adapter avec un speaker de Climate Data Factory. Il y aura des démos également autour du thème du développement durable avec les solutions de Metron, d'Equator, Veolia, Steph, l'Office AWS pour l'économie d'eau, avec Z-Way, avec Black Market. Enfin voilà, venez nous voir, il y a toute une track dédiée au développement durable. Il y aura une table ronde également. Ça se passera au Summit Paris, c'est au Palais des Congrès le 4 avril prochain. Puis tant que je suis dans les annonces de service, je voulais vous faire découvrir une newsletter qui est extrêmement complémentaire à ce podcast. C'est la newsletter de Pascal Martin. Pascal Martin est un AWS Hero. Il travaille pour Bedrock, la société qui fait les players vidéo que vous utilisez sur vos box peut-être ou sur vos applis mobiles, Sysplay en France, RTL TVI en Belgique. Pascal Martin a écrit 2 bouquins, dont un sur AWS, comment ils ont migré l'architecture de Sysplay vers le cloud AWS et vers Kubernetes. Je vous mets les liens évidemment dans les notes du podcast. Et Pascal, depuis quelques temps, fait une newsletter bimensuelle, je pense qu'on dit ça comme ça, toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois, qui détaille les nouveautés AWS des 2 dernières semaines, exactement comme je suis en train de le faire par audio au creux de vos oreilles dans le podcast AWS aujourd'hui. Pascal le fait via une newsletter. Abonnez-vous parce que Pascal et moi, on a des intérêts différents et c'est très bien comme ça. Pascal est, je dirais, un peu plus infrastructure, moi je suis un peu plus développement, et donc les biais que nous avons pour sélectionner les nouveautés et les services dont nous vous parlons ne sont pas les mêmes, et donc ça vous permet d'avoir encore une meilleure vue sur ce qui se passe dans le petit monde d'AWS toutes les 2 semaines. J'aime beaucoup la newsletter. Pascal, si tu nous écoutes, continue, c'est vraiment top et c'est vraiment complémentaire à ce que nous faisons aussi. Et c'est pour ça que Pascal est un AWS Hero notamment.
La gestion des coûts est un sujet très important pour vous, il revient dans toutes les conversations. Nous avons sorti un espèce de livre blanc, un runbook en 30 pages, pas plus que 30 pages. C'est facile à lire, c'est bien mis en page, c'est des grandes polices de caractère qui expliquent les points auxquels il faut faire attention quand on démarre des projets AWS et comment gérer les coûts de ces infrastructures AWS, avec une petite introduction par notre VP de Financial Cloud. Et puis un rappel, aussi une piqûre de rappel, qui, selon une étude du cabinet de recherche 451 Research, ils estiment que les entreprises qui mettent en place des procédures proactives de gestion des finances dans le cloud, ce qu'on appelle du FinOps également, arrivent à économiser jusqu'à 51% sur leur facture cloud en l'échéance de 2 à 3 ans, et ceux qui le font depuis plus longtemps arrivent même à optimiser jusqu'à 60% de la facture cloud. Donc le FinOps en général, le Finance Management, et ça doit faire partie de la vie d'un projet cloud. Globalement, le bouquin le bouquin 30 pages, on peut plus dire un white paper, se découpe en 4 parties. La première page, c'est voir ce que vous dépensez, avoir de la visibilité, et pas uniquement quand vous recevez la facture, mais mettre en place des dashboards et des outils de monitoring pour comprendre d'où viennent les coûts et quelles sont les parties de vos applications qui coûtent le plus ou le moins. La deuxième partie consiste à acter, une fois que vous avez ces données, c'est le run, c'est mettre en place des plans de contrôle de coûts et de gestion de vos factures. La troisième partie, c'est planifier, commencer à faire du budget, de la prévision sur base de ce que vous avez observé, de ce que vous avez mis en place. Et puis la quatrième partie consiste à optimiser vraiment, à économiser, par exemple en achetant des reserve instances ou des saving plans par exemple, pour proactivement aller économiser les dépenses que vous pouvez faire dans le cloud. Je crois que la sécurité, c'est notre première priorité, mais la deuxième, c'est de vous aider à dépenser moins dans le cloud. Et donc, nous avons publié ce petit bouquin de 30 pages en anglais, et je vous mets les liens dans les notes du podcast. Je suis tombé sur un blog et une nouveauté cette semaine qui date d'il y a 3 semaines. En fait, ça date du 6 mars et j'étais complètement passé à côté, donc j'en ai pas parlé dans l'épisode il y a 2 semaines et je me dois de vous en parler aujourd'hui car c'est un game changer selon moi pour la sécurité dans le cloud et notamment la sécurité quand vous avez des applications déployées sur des instances EC2. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer de quoi il s'agit, mais pour ne pas devoir vous laisser écouter jusqu'au bout, l'idée c'est de pouvoir limiter les credentials EC2 à des sources qui viennent vraiment d'EC2. Je m'explique. Quand vous avez une application déployée sur EC2, vous pouvez attacher des IAM policies, des rôles à cette instance. Ces rôles vont permettre à toutes les applications qui tournent sur l'instance d'obtenir des credentials, une access key et une secret key temporaire pour accéder à des services, par exemple S3 ou DynamoDB. Évidemment, cette clé est associée à une politique de sécurité qui va restreindre l'usage possible de cette clé. Par exemple, aller uniquement lire sur telle table DynamoDB et rien d'autre. Jusque-là, très bien. Le problème, c'est que si votre instance est compromise, si votre application, je ne sais pas, a un bug qui permet à un attaquant d'accéder à un moment ou l'autre à votre instance, ben, l'attaquant aura accès à cette clé temporaire, access key, secret key. Si son accès est permanent, il pourra même avoir le renouvellement des clés, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais la clé est de toute façon limitée à ce que j'ai mis dans ma politique de sécurité, c'est vrai, mais parfois vous avez des politique de sécurité en écriture également. Une instance EC2 est tout à fait légitime pour aller écrire dans une base de données, pour aller uploader des fichiers sur S3 ou effacer des fichiers sur S3. Évidemment, vous ne voulez pas que cette clé soit utilisée en dehors de l'instance EC2. Eh bien, depuis le 6 mars, il y a des nouvelles variables dans les policies IAM qui permettent de restreindre l'effet d'une politique IAM si, et uniquement si, la source se trouve bien dans un VPC spécifique. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans votre policy IAM qui va protéger ces clés, donc protéger votre source comme S3 ou DynamoDB, une condition
qui dit cette condition sera uniquement acceptable si la source, ça vient bien de tel VPC, voire même de telle adresse IP privée V4. Enfin, moi, je suis pas fan de travailler sur la sécurité sur des adresses IP parce que c'est assez volatile. Pensez à des environnements d'autoscaling, par exemple. Ça, c'est pas top. Et donc, c'est un game changer parce que vous pouvez maintenant, en toute confiance, délivrer des instance credentials, donc des access key, secret key à vos instances EC2 avec la sécurité qu'elles ne pourront être utilisées, cet access key et secret key, que depuis les VPC, que depuis les instances EC2 qui les ont générées. Donc même en cas d'exfiltration de ces credentials, eh bien ils ne pourront pas être utilisés. Alors évidemment, aller remettre cette condition sur toutes les ressources, c'est peut-être pas réaliste. Donc ce qu'on vous conseille de faire dans le blog post qui est dans les notes du podcast, c'est de créer une SCP, une Service Control Policy au niveau de l'organisation qui restreint l'usage globalement pour toutes les organisations qui seront attachées. C'est le but d'une SCP, c'est d'interdire au niveau global certaines choses en faisant une règle deny all si on n'est pas dans le VPC. Et uniquement pour les instances EC2, évidemment, et uniquement pour les credentials EC2. Donc le blog post vous explique comment faire tout ça. Faites-le. Si vous utilisez des instances EC2 et des credentials temporaires associés à ces instances EC2, allez taper cette SCP. Ça va vous éviter des problèmes un jour ou un autre en cas de problèmes de sécurité dans vos applications qui permettraient à quelqu'un de se connecter sur vos instances EC2 là où vous ne le souhaitiez pas. C'est un game changer pour moi dans la sécurité des instances EC2. Cette semaine, nous avons fêté également un anniversaire. Nous avons fêté les 17 ans de S3. Amazon S3 à 17 ans, ça devient un grand garçon, une grande fille. On a fêté ça le 3-14 en notation de date américaine, mars 14 mars, ce qu'on appelle le Pi Day, le jour de Pi, parce que Pi 3-14, voilà, simplement. Et donc c'était l'occasion de faire un live Twitch avec le VP de la partie storage qui faisait une keynote et puis d'annoncer plein de nouveautés sur S3 également. Il y a 7 nouvelles nouveautés qui ont été annoncées sur S3, dont une qui m'excite un peu, c'est un open source file client. Donc c'est une librairie, un outil en ligne de commande qu'on peut télécharger sur Amazon Linux et qui permet d'exposer un bucket S3 un peu comme un file system, en tout cas en read-only pour le moment, et de pouvoir manipuler S3 comme un file system. Alors ça fait 10 ans que j'explique à mes clients et à vous que S3 n'est pas un file system, c'est un object file system et qu'il ne faut pas faire ça. Ceci dit, dans des use cases read-only, dans des use cases de data lake typiquement, quand il faut importer des gros volumes de données ou quoi, ça peut être intéressant d'avoir une vision file system d'un bucket S3. C'est un alpha release pour le moment, c'est pas encore en prod, donc essayez-le. Ne l'utilisez pas en prod, essayez-le et donnez-nous vos feedbacks. Vous ouvrez des issues sur GitHub pour nous dire comment ça marche et comment l'améliorer. Je vais pas aller dans les autres nouveautés, j'ai écrit un blog post qui liste toutes ces nouveautés. Dans ce blog post d'ailleurs, j'ai partagé quelques chiffres que l'équipe Amazon S3 a partagé avec moi et qu'on peut révéler pour donner la taille d'S3. Et chaque fois qu'on parle de taille d'S3, moi je suis un peu soufflé. Il y a 280 trillions, donc 1000 milliards d'objets aujourd'hui, et S3 dans le monde travaille en moyenne à 100 millions de requêtes par seconde. Donc c'est 100 millions de requêtes sur S3 à chaque jack. S3 a une très longue durabilité des objets aussi. On parle de 11.9 de durabilité grâce à de la réplication. Pour faire fonctionner cette durabilité, on doit faire des checksums sur les objets que vous nous envoyez. S3 fait à peu près 4 milliards de calculs de checksum chaque seconde. Et puis on a rajouté au fil de ces 17 années plein de fonctionnalités sur S3, notamment des storage classes. Il y a Glacier notamment, si vous voulez stocker à bas coût et sur du long terme des données plus froides. Chaque mois, vous déplacez de Glacier vers S3 1 pétabytes de données. S3 fait du intelligent tiering aussi, il est capable de déplacer des données sur des tiers de stockage moins chauds, moins chers également en fonction de votre usage. Vous avez collectivement économisé sur vos factures S3 plus d'1 milliard de dollars depuis qu'on a lancé le Intelligent Tiering en 2015, donc il y a 8 ans seulement. Enfin voilà, des chiffres énormes. Il y a 125 milliards de notifications qui sont envoyées à vos applications serverless à partir d'S3
tous les jours. Et voilà, j'aime bien parler du volume d'S3 parce que ça donne une idée du volume à laquelle fonctionne le cloud. Et c'est mind-blowing, comme on dit en anglais. Ça dépasse un peu l'entendement. Bon anniversaire S3. 3 nouveaux services AWS, on va les prendre dans l'ordre où ils ont été publiés. 15 mars, Amazon Linux 2023. C'est la nouvelle distribution d'Amazon Linux. C'est la 3e release majeure depuis qu'on fait de l'Amazon Linux en 2010. C'est évidemment la distribution sur laquelle il faut aller. Si vous déployez des instances EC2, c'est celle que nous utilisons en interne pour les services qui eux-mêmes utilisent EC2, que Amazon, notre gros client, Amazon Retail, Amazon.fr.com utilise également. C'est disponible pour les sous forme de containers Docker également si vous déployez du Kubernetes ou de l'ECS dans le cloud. Alors qu'est-ce qui change sur cette nouvelle release? 3 choses. D'abord, beaucoup plus de sécurité puisqu'on utilise le système CryptoPolicy, par exemple, pour renforcer l'usage de certains algorithmes de cryptographie au niveau du système d'exploitation complet. Et puis, il y a beaucoup de fonctionnalités de hardening du kernel Linux qui ont été activées par défaut. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité de mieux planifier et de manager les lifecycles, les releases d'Amazon Linux, puisque maintenant, chaque release majeure sortira tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, il y aura une nouvelle release majeure, 2023, 2025, 2027, etc., avec un long-term support de 5 ans au total. Donc pendant 2 ans, on fournit un update tous les trimestres, plus évidemment des security fixes dès que c'est nécessaire. Et puis, après cette période de 2 ans, la release majeure, donc celle de 2023, rentrera dans une période de maintenance de 3 ans, où elle continuera de recevoir des bug fixes et des security fixes pendant 3 ans. Donc vous avez un life cycle, un cycle de vie qui est prévisible sur 5 ans. Puis la troisième grosse nouveauté, c'est les deterministic updates. Donc une fois que vous avez démarré une version d'Amazon Linux, quelle qu'elle soit, que ce soit un quarterly release, un release trimestriel ou la majeure qu'on vient de sortir là maintenant, la version du repo de package est verrouillée. C'est-à-dire si vous faites un Yum update ou un DNF update, puisque c'est basé sur Fedora celle-ci, DNF update, vous ne recevrez pas de mise à jour de package. Vous devez explicitement aller pointer vers le repo du quarter suivant, du trimestre suivant pour avoir les updates. Et pour moi, ça c'est très très bien parce que ça permet de traiter son volume d'instances EC2 comme du bétail et pas comme un animal domestique. Souvenez-vous, hein, treat your instance as cattle, not as cat. Ça évite d'avoir des instances dont les versions des packages, des librairies ne sont pas les mêmes d'une instance à l'autre dans une flotte. Vous devez proactivement, explicitement aller pointer vers un autre repo pour télécharger les mises à jour de la release suivante, du trimestre suivant. Et donc c'est un pas de plus vers de l'infrastructure immutable qui est selon moi une des conditions pour bien utiliser le cloud. Allez lire mon blog post, il y a tous les détails sur Amazon Linux 23. Rapidement, AWS Chatbot s'intègre maintenant avec Microsoft Teams. Chatbot, c'est ce service qui vous permet, pour les DevOps, plutôt d'interagir avec l'infrastructure AWS à partir d'un outil de chat, comme Slack par exemple, ou comme Chime par exemple. Donc vous pouvez recevoir des alarmes, des informations, des notifications, mais également taper des commandes AWS dans votre chatbot et interagir avec votre infrastructure sans devoir changer d'outil, ce qu'on appelle du chat ops, de l'opération par chat. On a mis un mini engin de reconnaissance de langage également, donc on peut lui poser des questions comme dis-moi dans quelle région j'ai des fonctions lambda, ou je sais plus ce que j'avais mis dans l'exemple. Comment est-ce que on a accès à l'aide également, comment est-ce que je peux configurer mes réglages de concurrence sur Lambda, comment est-ce que je peux taguer mes instances C2, quels sont les tags pour mes ressources. Donc il y a un mini NLP dedans qui permet de comprendre le langage et de faire des queries pour vous, c'est assez cool et j'ai les détails dans le blog post. Il va être long ce podcast et je m'en excuse d'avance. Troisième nouveauté, un nouveau service qui a été annoncé à re:Invent qui vient d'être generally available, disponible pour tout le monde, c'est AWS Clean Rooms. Clean Rooms est un service qui permet à différentes entités de collaborer ensemble sur un même jeu de données, mais en contrôlant de façon extrêmement stricte qui a accès à quoi, voire même en contrôlant la cryptographie des données.
c'est-à-dire en ne divulguant pas vos données en clair à vos partenaires, mais par des techniques assez avancées de cryptographie partagée, de permettre à chaque acteur qui travaille sur le jeu de données de n'avoir accès qu'aux données dont ils ont vraiment besoin, et même parfois sous forme chiffrée entre acteurs, ce qui est assez impressionnant. Il y a des tas de use cases pour ça, typiquement la pub, le marketing, où on a différents partenaires qui veulent partager des jeux de données, mais en protégeant leurs données. Évidemment, les médias, les services financiers et le healthcare sont les use cases qui me viennent à l'esprit. Allez voir comment ça marche, c'est un article de blog passionnant écrit par mon collègue d'Indonésie, Denis Prakoso, qui vous montre avec un petit tutoriel step by step comment ça marche, comment déclarer votre dataset sur S3, comment partager les accès entre différents acteurs et puis comment activer ce mode de cryptographie partagée. Enfin, je terminerai avec le blog de la semaine, et le blog de la semaine date de novembre 2022, donc il n'est pas nouveau, mais il est apparu sous mon radar seulement cette semaine, grâce à Arnaud Alcalbez. Arnaud est un trainer, le premier trainer AWS en France, en dehors des gens d'AWS eux-mêmes. Si vous avez suivi un training en français en France ces dernières 8 années, il y a de bonnes chances que vous soyez passé entre les mains d'Arnaud. Et Arnaud a une newsletter sur LinkedIn qui est assez amusante tous les jours, avec certaines réflexions et commentaires sur l'actualité Cloud et IT en général, que je vous conseille également. Il a posté un blog post de novembre, il a repéré, c'est lui qui l'a repéré, un blog post de novembre, un blog post AWS, qui explique comment utiliser de la reconnaissance d'image pour détecter des malwares et des virus. Alors, et Arnaud et moi, quand on a vu le titre, on s'est posé un peu, on s'est dit, oula, j'ai loupé un truc, j'ai besoin d'un café en plus, je comprends pas. Puis en lisant le blog post, ça devient clair et limpide, et l'idée est brillante. L'idée est de prendre les binaires de malware, de transformer ces binaires en images grayscale, puisque finalement c'est des bits et des bytes, donc on pourrait les représenter sous une forme d'image également, une image qui pour nous humains ne représentera rien, qui représente des formes de gris en fonction des informations qu'il y a dans le binaire, et puis d'entraîner un algorithme de détection d'images, par exemple sur Amazon Recognition sur AWS, qui est un service entièrement managé pour reconnaître des objets, des personnes, des mouvements dans des images, donner ces images à Recognition, les labelliser effectivement pour dire, ben voilà, ça c'est un binaire de malware, ça c'est un binaire d'une application tout à fait saine et tout à fait légitime. Et les résultats sont surprenants. Le système de détection d'images arrive à détecter avec une grande fiabilité les malwares. Donc voilà, une technique de plus à ajouter à votre sac de détection de virus, puisque typiquement on détecte les malwares par signature, hein, on cherche un peu comme on le fait pour de la musique avec Spotify, mais c'est Shazam, comme on peut détecter des empreintes dans le binaire, mais évidemment les malwares essayent de passer à travers ça en se changeant eux-mêmes, en étant mutables d'une copie à l'autre. L'autre moyen de détecter des malwares jusqu'à présent, c'était de détecter leur comportement. Si on les met dans un réseau surveillé, on peut détecter des appels DNS, des connexions sortantes qui en quelque sorte forment la signature du malware également. Et puis voici une troisième technique, c'est générer une image à partir d'un malware et utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter des images. Je trouvais le sujet passionnant, l'approche passionnante. J'ai un collègue spécialisé en IoT et en maintenance prédictive qui me dit qu'on fait la même chose pour la maintenance prédictive également. On enregistre des sons de machine, le son d'une image, et juste sur les sons d'une image. Pourquoi j'ai dit une image? Les sons du fonctionnement d'une machine, et juste sur on transforme ces sons en images, un spectrogramme de l'image, du son en quelque sorte, et on utilise aussi des algorithmes de reconnaissance d'images comme Amazon Recognition pour faire de la maintenance prédictive à partir des sons émis par des machines. Voilà des nouveaux champs d'application de l'intelligence artificielle que je ne soupçonnais pas et qui m'ont émerveillé cette semaine. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Désolé pour la longueur, presque 25 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire cette semaine. Rendez-vous dans 2 semaines. On sera au Summit Paris, c'est dans 10 jours, c'est le 4 avril. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Si vous nous écoutez en France ou tout près, faites le voyage jusqu'à Paris. Sinon, j'essaierai de vous récapituler ce qui s'est passé au Summit Paris dans le prochain épisode du podcast dans 2 semaines. La semaine prochaine, mon invité sera, le temps que je retrouve mes petits papiers qui n'en sont pas, qui sont
feuilles de calcul virtuel qui sont en train de s'ouvrir. La semaine prochaine, si tout va bien, on parlera d'enregistrement vidéo dans le cloud. Quand vous enregistrez la Star Academy le vendredi soir sur votre box d'un fournisseur, les enregistrements sont pas en local sur la box, les enregistrements sont sur Amazon S3. On va vous expliquer comment ça marche. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.